Alors, Donc, aujourd'hui dans les médias, on parle de l'autisme, de l'évolution un petit peu des prises en charge, et aussi on parle d'un scandale. On parlait du scandale de la dépakine, ce médicament qui pourrait être à l'origine de l'autisme. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Luc Robert, de la dépakine? je réponds largement en disant que vous posez la question de l'étiologie, c'est-à-dire la Étiologie, cause voilà, oui. de cette pathologie. On a des personnes qui affirment aujourd'hui de façon sûre que c'est une pathologie neurodéveloppementale, donc de naissance. Mais On a, vous y croyez, vous, à la prise de ce médicament, la dépakine, qui serait à l'origine des formes autistiques alors, qu'on observe aujourd'hui? puis il y a la piste toxicologique, c'est ce que j'allais venir, enfin bon, pour vous dire les différents points de vue. Donc, en tout cas, dans la prise d'un médicament ou de quelque chose qui générerait, bon, on parle parfois aussi des ondes, enfin téléphoniques, pendant la grossesse. Enfin, on a tout un tas Donc elle est de multiple, quoi, facteurs l'origine est multiple. non, mais je veux dire environnementaux, enfin bon, bref, tout un tas de facteurs qui aujourd'hui sont incriminés parce que quand on parle de la prévalence de l'autisme, elle a explosé et aujourd'hui on parle d'une prévalence qui serait de l'ordre de 1% d'enfants autistes. Bon, en tout cas, on a une évolution apparemment Mais des vous la validez, cette hypothèse médicaments. de la prise du médicament dépakine qui est à Ben, l'origine? justement, pour vous Oui, dire, aujourd'hui, personne n'a la réponse, d'accord? Mais je peux d'accord. juste dire que fleurit sur Internet tout un tas d'hypothèses, tout un tas Mais pour vous laquelle est la plus proche de la vérité, justement? Moi, je dis dans mon livre que ça pourrait être d'ordre multifactoriel et qu'il faudrait arrêter d'être dans des pensées radicales, dans des pensées qui disent que l'autisme est 100% génétique. Et je sais que c'est très impopulaire de dire ça, hein, parce qu'aujourd'hui, on veut absolument nous faire croire que l'autisme est soit 100% génétique, ou en tout cas 100% dû à un produit toxique. Et ce que j'explique, c'est que sans culpabiliser les parents, aucunement, il faut quand même Vous pensez qu'en savoir. France, on est encore dans la culpabilisation? On est dans cet Ah, ordre-là? mais Toujours. énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour parler de la psychanalyse, quand je vous ai parlé de Bettelheim, aujourd'hui, quelqu'un qui aurait le point de vue de dire que il est encore possible que l'autisme soit généré par un milieu pathogène, si je puis dire pathogène, en tout cas, dans un milieu qui soit carencé, ou c'est qu'un enfant pour se développer a besoin d'une continuité, a besoin d'une stabilité, etc. De dire qu'à un moment donné, un enfant qui évoluerait au sein d'un environnement qui serait vraiment désastreux pour lui pourrait générer une forme d'autisme, ou en tout cas des troubles du comportement sévères, ce n'est plus entendable. Or, quand je parle d'un aspect multifactoriel, je dis qu'il peut y avoir un terrain effectivement génétique, couplé à un terrain environnemental, qui ferait qu'à un moment donné, l'autisme se déclenche ou pas. Mais de dire que c'est 100% génétique, comme certains l'affirment, vous savez, il y a tout un tas d'affections que peuvent avoir les adultes, hein, que l'on pense être des affections purement psychologiques. Il y a des personnes qui peuvent avoir tendance à être, que ce soit bipolaire, que ce soit tout simplement dépressive, des dépressifs chroniques, enfin bon, bref. Et on est persuadé que ça, ben non, c'est complètement l'environnement, la façon dont j'ai grandi, voilà, au sein d'une famille, etc. Mais il peut y avoir également, pour ces pathologies-là, un terrain génétique, en partie, vous En voyez. partie, on Donc parle je aussi pense pas de que l'alimentation, des pesticides. il peut y avoir tout un tas de choses. Je pense qu'il faut prendre en compte tout un tas d'éléments. Je dis aussi qu'il ne faut pas exclure que l'environnement, et je ne parle pas de l'environnement physique, je parle donc de la famille ou des conditions psychologiques dans lesquelles l'enfant a grandi, peuvent aussi faire partie de ces facteurs qui génèrent un repli autistique. Voilà ce que je dis. Et je sais que ça, le dire, c'est scandaleux aujourd'hui. On n'a plus le droit de dire que l'autisme peut être provoqué par un environnement familial difficile. On n'a plus le droit de le dire. Quand vous dites difficile, c'est quoi? C'est un environnement anxiogène? Anxiogène, toxique, voilà, effectivement. Je parle de Spitz en parlant de l'hospitalisme, ces enfants qui étaient élevés en pouponnière et dont on ne s'est pas occupé avec affection et avec amour et qui auraient eu différentes nounous chaque jour parce qu'on voulait pas que ces enfants aient un attachement. Eh bien, ces enfants ont développé un syndrome d'hospitalisme, c'est-à-dire un syndrome autistique sévère pouvant aller jusqu'à se laisser mourir. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire que l'autisme peut faire partie de ces troubles qui pourraient être suscités par un environnement difficile. Alors Voilà, pourquoi on n'a plus le on ne droit de parle dire pas ça. de dépression de l'enfant au lieu de l'autisme dans ce cas-là? C'est un sujet tabou Bah, peut-être. par rapport à l'hospitalisme. Oui, Enfin, l'hospitalisme, bon, c'est quelque chose, heureusement, qu'on ne voit plus aujourd'hui. Hein. C'est un exemple que je prends dans mon livre pour pouvoir oui. dire que l'environnement peut mettre l'enfant en difficulté. Mais comment dire, l'hospitalisme comprend l'autisme et la dépression de l'enfant. Hein. Donc, enfin, je ne sais pas comment répondre à cette question. Je peux juste dire qu'aujourd'hui, le trouble autistique, c'est une chose complexe qui est pour moi d'origine multifactorielle. On a des clivages très très importants entre les professionnels, alors que je pense que si ces professionnels avaient une forme d'intelligence de travailler ensemble, on s'en sortirait mieux d'un point de vue de la prise en charge. Mon travail, c'est d'être sans parti,
ni droite ni gauche, mais de trouver finalement un juste milieu et se dire que si c'est multifactoriel, il faut une prise en charge adaptée et donc on peut très bien faire une prise en charge de type comportementaliste avec un mélange de prise en charge un peu plus psychanalytique dans la réflexion, dans le lien, parce que vous savez que énormément, je donne un pourcentage comme ça, 70% d'enfants dits autistes qui ont des troubles de la relation, en difficulté par rapport au lien, par rapport à la recherche de fusion, d'attention. Ce sont des enfants qui ne sont pas du tout repliés sur eux-mêmes, mais qui la plupart du temps sont au contraire dans un rapport avide à l'adulte, dans une recherche de fusion très importante parce que en psychanalyse on appelle l'individuation n'a pas été faite. Et donc tout un travail est à faire d'un point de vue du processus de séparation-individuation. Et ça, bien sûr, encore une fois, les méthodes cognitivo-comportementales ignorent complètement ce point parce qu'elles considèrent que c'est du domaine de l'invisible et que ça n'existe pas. Or, une majorité d'enfants autistes souffrent de ces problèmes de séparation-individuation. Pour la fusion, en tout cas avec l'adulte, ça donne des enfants qui souvent font des crises et les parents n'identifient pas ces crises. On a l'impression que l'enfant, tout simplement, fait des crises parce qu'il est frustré, il est caractériel ou autre, mais beaucoup de crises sont en rapport avec cette intolérance à cette séparation qui est très mal vécu parce que l'enfant qui est séparé, qui a l'impression que l'adulte le délaisse, a ce sentiment de ne plus exister, est très très angoissé, est envahi d'angoisse et a du mal à être seul. Et je sais que c'est une grande révélation pour le public, mais j'affirme que l'enfant autiste a beaucoup de mal, la plupart du temps, à pouvoir être seul avec lui-même. Donc ça, c'est ma grande vérité sur l'autisme que je souhaite dire en fait au public. L'enfant autiste est très très dépendant de l'adulte finalement. Et a peur aussi de l'adulte, quelque part. Il a du mal parce qu'il n'est pas, effectivement, alors comme pour reprendre un terme... Il n'a pas les codes sociaux pour communiquer. Voilà, pour reprendre un peu les expressions des cognitivo-comportementalistes, il n'est pas compétent et il a besoin d'acquérir un certain nombre de compétences. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec les personnes qui pratiquent de façon assidue. Il faut donner des codes, aider les enfants à acquérir ces codes sociaux. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'on peut aider son enfant avec un livre? Est-ce qu'il existe une méthode simple? Pas avec un livre, mais en tout cas avec tout simplement des exercices. Apprendre à dire bonjour, apprendre à dire au revoir, apprendre à regarder. Quelle est la base selon vous? Quelle est la base pour démarrer justement une relation, pour instaurer la confiance? Alors la confiance. Bon, en fait... c'est un grand mot, la confiance. La confiance, c'est un grand mot. Voilà, la confiance, c'est un grand mot. Je dirais que quand on travaille la communication avec l'outil texte, notamment, il est très important effectivement de gagner la confiance de l'enfant en répertoriant et en lui donnant les objets qu'il préfère, en lui montrant qu'on souhaite lui donner ces objets. On a envie de partager son monde, son univers. Donc au départ, être dans une interaction ludique avec lui, s'intéresser aux objets auxquels il s'intéresse, jouer avec lui. Le jeu, bien sûr, est très très important afin effectivement d'instaurer ce climat. Mais ensuite, assez rapidement, il va falloir aussi avoir des exigences et lui faire comprendre que on est une personne en face de lui et qu'on souhaite avoir une place dans son univers. Donc ça va passer par la communication avec l'outil texte notamment, c'est-à-dire que on est dans une demande par rapport à un objet que l'on souhaite. Je veux la petite voiture, s'il te plaît, je voudrais telle ou telle chose. Déjà là, on est dans un travail qui est parti de quelque chose de ludique, puisqu'on a beaucoup joué avec lui, puis qui évolue vers quelque chose d'un peu plus technique d'apprentissage. Mais une forme de réalité, c'est de dire aussi, comme j'explique dans le livre, l'enfant peut refuser, peut rejeter cette forme d'interaction, même si effectivement, alors bon, il y a des techniques, on parle du pairing dans la méthode ABA, où on va être une bonne grand-mère qui au début va beaucoup jouer avec l'enfant, qui va lui donner tout ce qu'il veut, et cet enfant va nous associer, c'est ça le pairing, à quelque chose de très agréable par conditionnement, et donc après on obtiendra de lui des choses de plus en plus facilement. Ça oui, je veux bien l'entendre, bien sûr, mais il y a des cas malgré tout qui résistent à ce pairing, et on a, en travaillant avec l'outil texte, des enfants qui sont compétents d'un point de vue technique pour faire la demande, mais qui veulent rester autosuffisants et ne pas passer par l'adulte pour faire les demandes. Il faut réussir à montrer à l'enfant que vous êtes indispensable. Et c'est là que j'explique aux parents que par moment, il va falloir être un peu plus tranchant. Je veux dire par là que même si l'enfant, on considère qu'il est en difficulté, il ne faut pas hésiter à mettre les objets en hauteur de façon à ce que l'enfant soit obligé de le demander. Il faut parfois saboter l'environnement, comme le conseille le texte, c'est-à-dire gentiment mais sûrement et fermement faire en sorte que l'enfant n'ait pas accès à tout. Lui mettre par exemple le couvert en lui faisant quelques farces par moment, c'est-à-dire ne pas lui mettre un verre ou ne pas lui mettre une fourchette pour l'obliger à demander la fourchette et le verre. Il y a une forme de confort autistique qui se crée au sein du foyer, qui fait que généralement, on anticipe toujours tous les désirs de l'enfant parce qu'il a un peu tout à portée de main et que tout est automatique. Or, un enfant qui est autosuffisant et qui ne communique pas, il faut aller le chercher.
et aller le chercher, ça veut dire que par moment, il faut, alors qu'il a envie d'aller d'un point A à un point B, il faut se trouver sur son passage pour l'obliger quelque part à vous dire j'ai envie de passer par là, j'ai envie de faire telle ou telle chose, donc s'il te plaît, permets-moi de le faire. On doit le stimuler. On doit le stimuler et parfois on doit le contraindre. Je n'hésite pas à employer ce mot parce que lui ne le souhaite pas. Il ne souhaite pas passer par une forme de triangulation, objet. Et s'il fait une crise à ce moment-là, comment réagir? Je sais que les crises peuvent être spectaculaires et que forcément Violent on même. est tenté, oui, violente, et qu'on est tenté de céder. Est-ce qu'on doit le laisser faire cette crise? Est-ce que pour lui elle est nécessaire? Ou au contraire, est-ce qu'on doit la stopper net? Comment réagir? Il y a des crises, ça dépend des crises, il y a des crises qu'on ne peut pas stopper. Malheureusement, il y a des crises qui sont tellement violentes qu'on est obligé d'attendre qu'elles s'arrêtent d'elles-mêmes. Il évacue comme ça l'anxiété? Est-ce qu'il évacue une forme d'anxiété, à votre avis, au moment où il fait cette crise? C'est difficile à savoir, certes. Tout dépend des enfants peut-être. Alors, une forme d'anxiété, une forme d'angoisse, oui. À partir du moment où on fait une crise, c'est qu'à un moment donné, il y a une frustration qui est montée à un tel point et on ne peut plus gérer la situation et on ne peut plus tout simplement la supporter. Comme vous l'avez dit, ils sont la plupart du temps très intolérants à la frustration et ils voudraient, dans une forme, je dis bien le mot toute puissance, que le monde fonctionne selon leurs désirs et effectivement les crises sont inévitables. Maintenant vous me dites comment on gère une crise. Je vous dis, il y a plein de crises différentes et c'est difficile de répondre en une seule fois à cette question. Il faudrait qu'on puisse décrire le scénario de la crise pour pouvoir dire comment la gérer. Mais une chose est sûre, c'est que quand un enfant fait une crise et qu'il y a possibilité déjà ne pas être parce que si la crise se passe dehors, vous voyez, c'est pas la même chose que si elle se passe au sein du foyer. Bon, mais en tout cas, s'il y a possibilité de ne pas chercher à être dans une contention avec lui, parce que ça, souvent j'ai vu des éducateurs le faire, l'enfant fait une crise, je vais le contenir. Bon, ça marche peut-être quand il est petit, mais quand il grandit, il prend de la force. Ça devient un corps à corps, ça devient très compliqué. Déjà, moi, dans la crise, la possibilité, c'est de mettre l'enfant sur le côté, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'objet dangereux à sa portée et d'attendre qu'il se calme. On peut rester présent, lui demander de se calmer, mais un enfant qui est en crise, s'il fait une crise par rapport à un objet qu'il désire, la plupart du temps, l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas lui donner cet objet pour calmer sa crise. Parce que le message qu'on lui envoie, et ça, ABA l'explique très bien, on renforce le comportement qu'il a, c'est-à-dire faire la crise. Puisque l'enfant fait l'association entre j'ai fait une crise et j'obtiens ce que je veux en faisant la crise. Donc souvent, ce que j'invite les parents à faire, c'est d'être résistants, c'est d'être endurants par rapport à ces crises, de réussir à ignorer cette crise. L'ignorer, c'est pas ignorer l'enfant, c'est pas ignorer sa douleur, c'est pas ignorer sa détresse, mais l'ignorer, c'est pouvoir tenir le non, j'ai dit non. Alors je prends le cas extrême, Jean-Luc Robert. Il jette un objet sur vous. Ça devient dangereux. Voilà. Bien sûr. Évidemment, s'il jette un objet sur vous, ne pas réagir est compliqué, vous allez éviter l'objet, mais dans tout état de cause, s'il le fait parce qu'à un moment donné, il veut obtenir quelque chose, c'est toujours ce qui se passe quand l'enfant fait une crise, la plupart du temps, il veut obtenir quelque chose. C'est, ok, je pose l'objet à côté, mais quoi qu'il arrive, au final, je ne donne pas ce qu'il veut, ce qu'il a demandé. Il faut résister. La plupart du temps, et ça, on l'explique très bien avec l'évaluation fonctionnelle, ABC, antécédent, behavior consequence, ça veut dire antécédent, c'est ce qui déclenche, le behavior, c'est ce qui déclenche le comportement, et les conséquences, c'est les réponses de l'environnement. Et les réponses de l'environnement, souvent, on parle de conséquences de maintien, parce que face à une crise, mais je parle aussi d'un enfant qui n'est pas autiste, les réponses de l'environnement peuvent être maladroites, sans juger les parents, maladroites tout simplement parce que on est en fin de journée, qu'on est fatigué, que l'enfant il a fait une crise et qu'on veut la paix et qu'on va lui donner l'objet qu'il réclame, eh bien elles sont renforçantes tout simplement parce que l'enfant associe la crise au fait qu'il obtient quelque chose d'agréable. Donc plus vous donnerez ce que réclame l'enfant au moment où il fait la crise, et plus vous aurez de crises pour obtenir des choses. Voilà. Donc j'invite les parents à résister. C'est pas évident, mais je leur explique que pour défaire cette association entre je fais une crise et j'obtiens, eh bien, il faut commencer à ignorer la crise. Je fais une crise et je n'obtiens pas. Et que l'enfant finisse par se rendre compte qu'en faisant la crise, il n'obtient pas ce qu'il veut. Et quand on arrive à ça pendant un certain nombre de fois, eh bien, on peut finalement faire en sorte que cette association se défasse et voir une nette diminution des crises. C'est ce que je fais avec les parents, notamment dans les ateliers parents-enfants. Méthode de guidance parentale. Voilà, la guidance parentale pour essayer, par l'entraînement et le travail, c'est qu'il va falloir les frustrer un peu, il va falloir les accompagner et les aider à supporter ces frustrations. Voilà. Jean-Luc Robert, on a quelques auditeurs qui ont voulu vous poser des questions. Alors si je peux me permettre, Oui. je vais vous poser quelques questions de la part de nos auditeurs. Alors tout d'abord, on a une question de Florence de Montpellier qui demande donc quelles sont éventuellement les pratiques et thérapies psychocorporelles qui ont donné des résultats dans la prise en charge de ces troubles. Hypnose, relaxation, sophrologie, yoga, toucher. La sophrologie est mon domaine et je serais notamment intéressé de savoir si cette pratique, selon les spécialistes de l'autisme, pourrait être une piste. La sophrologie. Alors, oui, je
veux dire que c'est une piste parce que tout ce qui est du domaine de la relaxation, qui pourrait apaiser l'enfant, il y a également les salles nausélènes à manier avec précaution parce qu'il y a des salles nausélènes qui peuvent être peut-être au contraire surexcitantes pour les jeunes. Donc c'est un peu la façon dont on va gérer les choses avec eux. Mais en tout cas, tout ce qui est du domaine de la relaxation, de la sophrologie, tout ça peut effectivement faire un grand bien en atelier ou en tout cas dans une prise en charge individualisée avec l'enfant. Ce qui compte, je crois, beaucoup, c'est la façon dont les jeunes vont être accompagnés durant ces séances de sophrologie. Mais quand on parle de thérapie psychocorporelle ou de choses comme ça, on a des enfants hyper tendus d'un point de vue musculaire, d'un point de vue psychologique aussi. On a des enfants qui marchent sous la pointe des pieds. Alors ça, c'est pas fréquent, mais on a quand même cette rigidité là corporelle qui est très manifeste dans l'autisme la plupart du temps. On a aussi dans les troubles autistiques ce qu'on appelle une instabilité motrice, des enfants qui déambulent toute la journée, qui ont vraiment beaucoup de mal à se poser. Et si par ces thérapies, on a la possibilité de les apaiser un temps, parce que souvent, on a cette facilité de prescrire des molécules et des médicaments à tout va en se disant, il est instable, on lui prescrit quelque chose pour l'apaiser. Effectivement, si ça peut permettre à un moment donné d'éviter la prescription de médicaments, pour certains jeunes, ces thérapies sont bien sûr... L'hypnose aussi Alors l'hypnose, je serais plus réservée parce que j'ai pas de grandes connaissances en la matière. Après, oui, si entre guillemets on n'est pas dans des dérives, je vous dis tout ce qui peut favoriser les temps d'apaisement sont les bienvenus parce qu'on a dans ces troubles-là beaucoup d'agitation, puisque moi je parle d'angoisse, ça c'est des choses, c'est un langage un peu psychanalytique, on en parle très peu avec les méthodes comportementales, mais je pense que les enfants autistes bien sûr sont très angoissés et que les angoisses se traduisent corporellement. Donc le fait de se mettre sur la pointe des pieds, ça traduit quel type d'angoisse? Les tendus, des angoisses corporelles, mais bon, il y a plusieurs théories dans lesquelles je ne vais pas rentrer psychanalytiques pour expliquer ça. Il y a beaucoup, on a parlé le moi-peau dans les yeux ou d'autres théories qui expliquent les choses, mais tout simplement, l'enfant qui a une rigidité corporelle à un moment donné essaye de contenir une forme d'angoisse. Il y a aussi les balancements, ça passe beaucoup par là. C'est-à-dire que le corps, il essaie de compenser ce que le psychisme n'arrive pas à faire. L'angoisse que le psychisme n'arrive pas à traiter, est traitée sur un plan corporel. Donc ça a une traduction immédiate sur le plan corporel. Vous savez, quand on parle de psychosomatique, à un niveau non autistique, quand on dit que vous avez la chair de poule ou que vous faites de la bile et que vous avez mal au ventre parce que vous êtes angoissé, on voit très bien le rapport entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se traduit au niveau corporel. Chez les autistes, il faut imaginer que les angoisses que nous avons, nous, personnes non autistes, elles sont puissance 10, d'accord? Donc, forcément, ça se traduit par des manifestations corporelles d'une très grande importance. On sait très bien que l'état de mal-être d'un point de vue psychologique génère très rapidement, tout de suite, une souffrance du corps. Ça se règle simplement, le fait un enfant marche sur la pointe des pieds, les parents lui disent non, ne marche plus sur la pointe des pieds, mets bien tes pieds à plat sur le sol. Est-ce qu'il faut le régler rapidement, ce problème, ou au contraire le laisser durer le temps que les prises en charge se fassent? Ça peut prendre du temps, peut-être. Bien sûr, il y a deux approches. L'approche psychanalytique va essayer de traiter l'angoisse et de savoir qu'il y a un lien entre l'angoisse et cette posture corporelle. Et puis l'approche comportementaliste, bien sûr, va essayer de rééduquer l'enfant en le conditionnant pour qu'il ne marche plus sur la pointe des pieds. C'est beaucoup aussi au niveau des récompenses, en demandant à l'enfant d'avoir une certaine attitude, de le récompenser à chaque fois qu'il fait bien les choses, d'avoir la demande de se déplacer d'un point A à un point B en marchant normalement. Voilà. Et l'enfant qui parle seul, qui a du mal à s'endormir le soir. L'enfant qui parle seul, qui soliloque. Voilà, qui soliloque, voilà, c'est le terme, oui. Voilà. Ou il y a aussi l'enfant qui est logoréique. Logoréique. Voilà. Logoréique, c'est-à-dire un enfant qui a la logorée, qui parle tout le temps, parfois pour ne rien dire. Bon, et vous savez, l'enfant autiste, comme on dit, qui est dans sa bulle, souvent est dans son univers et il a toujours cette tendance à revivre des scènes passées. La grosse difficulté, c'est que l'enfant, souvent, n'est pas forcément dans le monde présent avec nous, mais est très impressionné par des événements qui ont eu lieu quelques heures avant, la veille. Donc, ils ont tendance à ressasser des souvenirs comme ça. Et donc, en ressassant des choses qui ont fait impression sur eux, des petits détails, il peut leur arriver de soliloquer, c'est-à-dire de parler tout seul. L'idée, c'est d'aider l'enfant en s'adressant à lui, en lui rappelant qu'il est avec nous dans le présent et que cette scène, c'est une scène qui était passée. Ça n'a plus lieu d'être, d'essayer de le reconnecter avec ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Est-ce qu'on peut les interrompre à ce moment-là? Oui, bien sûr. Je pense que
Quand on est dans un travail d'adaptation sociale, on veut leur donner un maximum de chance dans cette société. On sait bien que, entre guillemets, la norme fait que quand on s'adresse à vous, quand vous êtes dans un échange, dans une interaction, eh bien, vous devez être dans le présent. Or, soliloquer, c'est pas une communication fonctionnelle, c'est une communication autistique avec soi-même. Et donc, oui, je pense qu'il faut les interrompre et leur faire remarquer que dans la situation présente, les propos qu'ils tiennent ne sont pas adaptés. Alors Jean-Luc Robert, on a une autre question d'un auditeur, François de Bastia, qui vous demande à partir de quel âge peut-on être certain du diagnostic de l'autisme? Alors, à partir de quel âge? D'abord, comme je l'ai dit, les critères diagnostiques pour l'autisme, c'est avant 3 ans. Les troubles autistiques doivent apparaître avant l'âge de 3 ans. On parle de la triade autistique, donc altération qualitative des interactions sociales, altération qualitative de la communication et activité stéréotypée et restreinte. Donc, quand on a cette triade autistique, un pédopsychiatre va faire le diagnostic avant l'âge de 3 ans d'un trouble autistique plus ou moins sévère chez l'enfant autiste. Quand vous dites qu'on peut être certain, c'est-à-dire que, j'imagine que cette personne ne peut pas préciser sa question. Non, est-ce qu'un spécialiste pourrait se tromper peut-être? Oui, on peut se tromper, puisqu'on peut se tromper pour la simple et bonne raison que... Parce que ça a l'air récent finalement, les diagnostics, par exemple, des centres ressources autisme en France. C'est récent, non? Oui, c'est récent, mais on peut se tromper tout simplement parce que diagnostiquer l'autisme ne peut se faire que sur observation de signes cliniques. Donc à partir de là, on a beau être professionnel et avoir le DSM ou la CIM, c'est-à-dire c'est un répertoire, si vous voulez, des différentes pathologies, on peut se tromper parce que l'interprétation, quelque part, d'un signe clinique a toujours une part subjective. Mais la plupart du temps, je dirais qu'on est face à des professionnels compétents qui ont l'habitude de traiter ce type de trouble, en tout cas de faire ce type de diagnostic. On a le droit de remettre en cause un diagnostic en France? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, d'aller voir quelqu'un d'autre, un autre spécialiste, si on doute? C'est plus que le droit, c'est le devoir de le faire, évidemment. On doit chasser le doute. Quand un parent a le moindre doute, il se doit d'aller voir un autre professionnel et de confirmer ou d'infirmer le diagnostic, c'est sûr. Toute observation a une part de subjectivité et que dans cette part de subjectivité, peut se glisser des erreurs. Maintenant, la triade autistique, c'est quand même des signes assez précis qui sont répertoriés dans le DSM, le livre diagnostic des troubles des maladies mentales. Et je pense quand même que dans la plupart des cas, les diagnostics qui sont faits sont exacts. Quand on parle d'un trouble autistique, dans la plupart des cas, si vous allez voir un autre confrère, le diagnostic va se confirmer. Mais il y a quelques années, on parlait de troubles envahissants du développement. Aujourd'hui, on parle de troubles du spectre autistique. Pourquoi les termes ont changé? Alors, ça, il faudrait poser la question aux personnes qui ont bien sûr fait évoluer l'appellation. Ça s'est affiné peut-être? Aujourd'hui, le diagnostic s'est affiné, c'est pour cette raison? Non, mais pour répondre, on est dans une notion de spectre plus élargie, tout simplement pour essayer de sortir une classification et être dans une forme d'évolution. On parle de spectre, le mot spectre veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de graduation de l'autisme et non plus dans une classification. On essaye de ne plus être dans une classification. C'est une décision. Moi, j'ai pas de grand-chose à dire dessus, si ce n'est que j'observe que la prévalence de l'autisme a énormément évolué. Et je vous dis, aujourd'hui, on parle de quasiment 1 cas sur 100. Et je me demande, il y a beaucoup de spécialistes qui disent que quelque part, l'élargissement des critères diagnostiques, avec cette notion notamment de spectre qui englobe tout un tas de cas d'enfants autistes qui avant n'étaient pas forcément diagnostiqués comme autisme, eh bien cette notion de spectre qui élargit donc la base de l'autisme fait que finalement on aurait de plus en plus de cas d'enfants qui rentreraient dans ce spectre et qui seraient donc dits ou diagnostiqués comme étant des autistes.